Bonjour à tous. Le CIPA peut-il créer la surprise pour ces régionales? Quels seront les principaux axes de campagne d'Alain Plaisir? Pourquoi la société civile investit-elle à ce point le champ politique désormais? Alain Plaisir, le président du CIPA, le comité d'initiative pour un projet politique alternatif, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Alain Plaisir. Bonjour M. Fendéré. Bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs de Téléclair. Bienvenue sur notre plateau. Les candidatures se succèdent, j'allais dire se multiplient même, pour les régionales. Comment faire pour être audible pour ces élections? Mais écoutez, c'est le peuple qui verra que le CIPA travaille depuis plusieurs années, notamment depuis 2 ans. Nous avons annoncé notre présence aux élections très rapidement. Ça fait plus d'1 mois et demi lors d'une assemblée générale. Donc ça veut dire qu'on s'est préparé. On a travaillé sur un programme, nous avons mis des équipes pour travailler, donc ce n'est pas une candidature surprise. Bon, on voit que beaucoup de gens se déclarent, 2 semaines avant le dépôt des déclarations. Je ne sais pas quel moment qui feront programme, enfin nous, notre programme, on a travaillé. Donc nous pensons que nous allons créer la surprise parce que nous avons un programme sérieux, dynamique. Tout ce qu'on dit est chiffré, donc on va venir à ces élections en portant un discours qui est différent, c'est-à-dire pas un discours démagogique, pas dire qu'on va régler le problème de l'eau, pas dire qu'on va régler tous les problèmes, simplement on posera les problèmes. Et nous, notre discours, c'est un discours de transition vers une autre société, vers un autre modèle guadeloupéen et transition vers un autre statut. Donc c'est véritablement, on va mettre en place un programme de transition. Oui, donc c'est une nouvelle offre politique que vous espérez incarner. Tout à fait, c'est une nouvelle offre, mais en même temps, c'est basé sur un travail de longue haleine parce qu'il faut prendre le temps d'observer la société, il faut prendre le temps d'observer ce qui n'a pas marché, il faut prendre le temps de voir ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait et ce qu'on a fait mal, notamment les équipes qui sont passées. Nous pensons qu'il y a un problème de fond à régler, mais il y a un problème aussi de personnes. Il y a des gens qui sont complètement, je le dis, qui sont incompétents parce qu'on voit actuellement qu'il y a un problème dans les communes. Eh bien, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat du fait que les communes n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour faire face aux demandes de juste revendication des travailleurs. Or, ce problème aurait pu être réglé parce que c'est la région, à travers l'octroi de mer, qui donne des recettes aux communes. Donc, il y a des choses à faire. Il y a une façon de revoir la fiscalité pour que les communes, qui font fonctionner le pays, qui font fonctionner le service public, aient les moyens, premièrement, de faire face au service public, mais en même temps, permettre aux salariés d'avoir un salaire décent, surtout à la retraite. Donc il faut faire évoluer la fiscalité locale. Oui, il faut faire évoluer. Ça, c'est un sujet qui vous passionne. Ça me passionne parce qu'il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on ne parle pas de fiscalité. Vous verrez qu'en France, on commence par la loi de finances, on commence par parler de recettes. Et c'est quand on a mis en place les recettes qu'on peut parler de dépenses. Or, en Guadeloupe, c'est le contraire. Donc les journalistes, vous devez aussi interpeller les politiciens. Quand quelqu'un vous dit « je vais faire ci, je vais faire ça », je ferai. Donc il faut dire « vous faites ça, mais quels moyens ?» Or, la plupart du temps, ils n'ont pas les moyens. Résultat, les communes sont en déficit et donc il y a un problème à régler. Comment mettre en avant les dépenses? Il faut que les dépenses soient programmées dans n'importe quel pays moderne. Toute dépense est chiffrée. En Guadeloupe, on peut dire n'importe quoi. Donc nous allons mettre en difficulté tous ceux qui feront des promesses démagogiques. Nous allons demander, vous avez fait telle dépense, est-ce que vous avez chiffré à quel moyen? Donc c'est ça, nous on veut mettre un débat au niveau des Guadeloupéens. Et le niveau intellectuel des Guadeloupéens s'est élevé, il faut mettre un débat sérieux. Je n'ai pas envie d'entendre ce qu'on a entendu aux dernières élections communales où un candidat a dit je vais mettre un plan Marshall en place. Quand on sait que le plan Marshall, ça a été mis en place lors de la dernière guerre par un secrétaire d'État américain pour permettre à l'Europe de se... Il faut savoir de quoi on parle. Voilà, et donc non, il faut pas, on ne pourra plus dire des choses comme ça parce que nous, en face, on va démonter ces arguments d'une manière très technique. Le CIPA compte faire évoluer son discours, son style, pour faire mieux qu'en 2015? Oui, alors nous avons beaucoup évolué, nous avons évolué parce que comme on travaille, et finalement, nous attirons des gens, nous attirons toutes sortes de profils, nous attirons des ouvriers, des paysans, des intellectuels, et vous allez voir apparaître un certain nombre de personnes nouvelles qui sont sincères, qui ne font pas de la politique pour gagner de l'argent, ils ne font pas de la politique pour un mandat, mais ils croient réellement au projet alternatif du CIPA. Donc le projet alternatif, c'est véritablement passer dans un autre statut
qui nous permettent de mettre en place un modèle guadeloupéen. Parce que le modèle guadeloupéen, ce n'est pas un modèle créé par les Guadeloupéens, c'est simplement un copier-coller, c'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe dans n'importe quelle région de France qu'on essaie d'adapter en Guadeloupe. Or, il faut autre chose. Et autre chose, il faut une transition au niveau écologique, faire en sorte qu'on développe les énergies renouvelables, faire en sorte qu'on respecte la nature, faire en sorte qu'il y ait véritablement un rapport entre la production et les citoyens, développer, aider, encourager le développement des énergies renouvelables, mais aussi de l'agriculture biologique, parce que les gens maintenant deviennent très difficiles en matière de nourriture, et il faut faire en sorte de produire. Le fond de discours du CIPA, c'est de produire, et comment produire? Il faut mettre en place un système qui favorise la production. Et ça, ce n'est pas le cas. Donc, on a des propositions qu'on fera d'une manière très concrète pour permettre aux producteurs, aux artisans, d'avoir des moyens à travers des incitations fiscales, encore, mais c'est une réalité, pour que, au lieu d'aller tous à Jarry, eh bien, qu'ils puissent développer des entreprises à Sainte-Rose, à Basse-Terre, Nord-Gonter, à Margalande, pour éviter ce qu'on assiste de plus en plus, que tous les gens s'engouffrent le matin à Jarry et tout le soir. Donc, partent dans l'autre sens. Il y a des embouteillages de plus en plus terribles. Et on ne peut pas vivre dans ce système. On ne peut pas vivre dans un système où les gens, les citoyens, passent 1h30 dans la voiture le matin et 1h30. Donc il faut mettre en place un système pour qu'il y ait un développement harmonieux du territoire, qui est donc des entreprises qui s'installent ailleurs qu'à Jarry. Quel jugement portez-vous, Alain Plaisir, sur l'action de la majorité sortante à la région, vous qui aviez appelé en 2015 à faire battre le sortant? Écoutez, il fallait sortir le sortant parce qu'il avait, non seulement il n'avait pas fait grand-chose, malgré, bon, à part le même acte, mais on voit bien qu'il y avait un mécontentement. La preuve, c'est qu'il a été battu, très rapidement. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre en compte aussi le quotidien des Guadeloupéens. Le quotidien des Guadeloupéens actuellement, c'est la question de l'eau. Alors, tout le monde parle de la question de l'eau. Des gens ont fait carrière sur la question de l'eau. Nous, on a une proposition sur la question de l'eau. Les gens ont été élus aussi sur la question de l'eau? Ils ont été élus. Il y a plein de gens, des associations qui ont permis aux gens d'émerger et qui ont fait de la politique. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas sérieuses. Les gens ont fait de la démagogie. Parce que, encore une fois, chaque fois que quelqu'un parlait de régler le problème de l'eau, personne n'a jamais chiffré la dépense. Or, la dépense, c'est quoi? C'est changer toutes les canalisations. On sait qu'il faut près d'1 milliard pour qu'un jour, l'eau coule dans les robinets. Bon. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un problème de structure. Les gens qui sont élus passent leur temps à faire des réunions, syndicats mixtes, ouverts, syndicats. La question n'est pas là. La question, c'est une question purement financière. Comment mettre de l'argent pour changer les canalisations? Nous avons une idée. Nous disons que une mandature, c'est 5 ans. Il faut que la région mette dans son budget 50 millions chaque année. Et il faut donc que les autres collectivités, globalement, mettent 10 millions. Ça fait 60 millions. Multiplié par 5, ça fait 300 millions. Mettons 300 millions, ça on peut le faire. Il suffit donc de mettre des priorités. Et pour mettre des priorités, il ne faut pas faire du saupoudrage, comme l'a fait l'ancien, M. Lurel, et comme le fait celui-là. Je vais prendre un exemple. Vous donnez des exonérations d'octroi de mer à un groupe hôtelier comme Accor, qui est le premier groupe européen. Donc, qui a les moyens de payer l'octroi de mer sur les transats, qui a les moyens de payer l'équipement des hôtels. Eh bien, vous donnez l'exonération. Quand vous donnez l'exonération, c'est un manque à gagner. Parce que l'économie, c'est aussi des calculs. Quand vous donnez une exonération de 700 000 euros à Ormat, le groupe Ormat, qui a acheté à la France la centrale géothermique de Bouillante. Vous faites un cadeau, vous faites une subvention. Et donc, si vous faites une subvention à des personnes qui n'ont pas besoin de cette subvention, vous privez à la fois les communes de recettes supplémentaires, d'où la grève, et vous privez également des petites entreprises et des moyennes entreprises des moyens dont ils ont besoin. Donc, vous pointez du doigt des mauvais choix. Des mauvais choix. Et nous pensons aussi qu'il faut que le président de la région soit capable de donner des instructions claires aux fonctionnaires. Ce n'est pas les fonctionnaires qui doivent dire au président « Ah oui, il faudrait faire ça ». Non. On donne une vision, on donne des instructions et les fonctionnaires, comme partout, exécutent. Et nous, on est capable de faire ça. On vient à la région pour dire « Vous allez faire ça, ça, ça ».
En matière de culture, on demande à ce que vous fassiez telle chose. En matière de santé, même si ce n'est pas la compétence, mais on a un rôle à jouer aussi. Donc, il faut que le président soit quelqu'un qui est suffisamment compétent et qui soit suffisamment disponible pour le faire. Alors, nous, on s'engage à n'avoir qu'un mandat. On ne sera pas conseiller départemental, on ne sera pas dans les EPCI, nous serons qu'à la région parce qu'il faut travailler à plein temps sur les affaires de la Guadeloupe. L'ancien socle de la gauche a explosé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'était vraiment la gauche? Bon, disons que des gens qui s'appellent de gauche se sont mis ensemble et ça a explosé. Ça a explosé pourquoi? Ça a explosé parce que M. Macron a fait exploser la gauche et la droite en France. Et comme ici, ils étaient vraiment la courroie de transmission des partis nationaux, eh bien, ils ont explosé en Guadeloupe parce qu'ils n'ont pas d'idéologie propre, ils n'ont pas développé un concept, ils n'ont pas développé des idées pour la Guadeloupe. Donc, comme le grand chef blanc a disparu, ils ont disparu. Donc, ça explique pourquoi la droite a disparu, éliminée, et les socialistes sont moribonds. Donc, il faut qu'on imagine un modèle guadeloupéen à partir de la Guadeloupe, à partir des femmes et des hommes qui réfléchissent, qui travaillent en Guadeloupe. Et ça, il faut prendre cette distance par rapport aux partis nationaux. Même si on doit avoir des relations de solidarité, de travail, mais il faut prendre cette distance pour pouvoir imaginer son propre modèle. La ligne idéologique désormais se situe à quel niveau, selon vous, entre les tenants d'une forme d'autonomie et les autres? Tout à fait, c'est ça. Alors, je pense qu'actuellement, il y a carrément deux lignes politiques. Les gens qui sont des partisans des conservateurs, donc les socialistes, les JSR, ce sont des conservateurs. Ils sont conservateurs. Parce que rappelez-vous, M. Fendéré, il y a eu un congrès. Oui, mais on peut dire on est pour la collectivité unique, tout ça. Mais ça, ce sont sa parole. Mais dans les actes, est-ce que vous voyez le JSR faire un travail militant, comme le CIPA le fait? Nous, on fait un travail militant pour expliquer à la population c'est quoi un PTOM. On l'explique. Nous avons des militants qui sont formés. Donc, on fait un travail politique. Mais vous n'allez pas dire on veut une collectivité unique comme ça en passant. Non, il faut faire un travail politique. Comme ils l'ont fait en Martinique. Il y a des partis politiques qui ont fait un travail, et si bien qu'en Martinique, ils ont une collectivité unique. Donc, le JSR, tient des discours. Les socialistes, n'en parlons pas. Eh bien, donc, il y a donc des gens qui veulent que les choses changent, parce que si on ne change pas, ce qu'on assiste maintenant, c'est-à-dire le départ des jeunes, le vieillissement de la population, ça va s'accélérer. Et la production elle-même, elle va disparaître. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a les pêcheurs qui étaient en mouvement. De plus en plus, les pêcheurs ont des problèmes. De plus en plus, les producteurs les productions vivrières auront des problèmes parce qu'on est dans un système de libre-échange. Nous, on remet deux choses en cause. On remet en cause, premièrement, le statut politique et on remet en cause le système ultralibéral. Donc, on est pour un système qui permette de protéger les productions, permette de protéger l'emploi et mettre aussi la préférence à l'emploi pour les Guadeloupéens. Donc, c'est véritablement quelque chose de nouveau, un nouveau modèle, et les autres ne sont pas dans ce modèle-là. La réforme en cours de l'octroi de mer, ce qui est prévu, ce qui se dessine, ça vous convient? Non, ça ne me convient pas. Évidemment. Alors, si je devais résumer en un seul mot, je vous dirais, si je voulais mettre en place dans le cadre départemental quelque chose qui ressemble à l'octroi de mer, mais beaucoup plus efficace, j'aurais mis en place un droit comme le droit de quai à Saint-Barthélemy. C'est-à-dire, il y a un seul taux. Eux, ils ont un taux de 5%. Nous, l'octroi de mer rapporte 300 millions, 200 millions pour les communes, 100 millions pour la région. On pourrait imaginer qu'il y a 3 milliards d'importations. En mettant 10%, vous avez vos 300 millions. Et les choses sont claires, c'est transparent et tout le monde comprend. La personne ne comprend l'octroi de mer. Même les élus qui votent des libérations, si vous invitez un élu à expliquer comment fonctionne l'octroi de mer, il est incapable. Parce qu'il n'y a pas 2 taux, 3 taux, il y a des taux. On peut mettre autant de taux, on peut mettre un taux sur les chemises, on peut mettre un taux sur... voilà. Donc c'est impossible et il n'y a pas de transparence. Donc il y a des critiques qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes. Eh bien, ces critiques sont en grande partie justifiées parce que c'est fait n'importe comment. Donc ça, on dit qu'il faut simplifier, mais il y a quand même un problème qui se pose.
c'est la protection de la production locale. Donc, il faudrait, à mon avis, avoir une taxe sur les recettes et une taxe spécifique sur certains produits que nous allons décider de protéger. Donc, pas faire n'importe quoi, si vous voulez faire une taxe pour récupérer des recettes, donc il y a un seul taux, et vous allez mettre des taxes spécifiques sur tel produit. Par exemple, sur l'igname, vous allez mettre une taxe sur l'igname, et cet argent n'irait pas dans les caisses de la région, irait comme complément de recettes aux producteurs. Donc, c'est véritablement autre chose qu'on propose. Quand vous voyez le spectacle de cette pré-campagne des régionales, il faut s'attendre à une campagne féroce? Je pense que, comme certains n'ont pas beaucoup d'arguments, ce sera sûrement au niveau de la ceinture. Donc, les gens vont s'attaquer, des attaques personnelles, ça a commencé déjà. Donc, qu'ils fassent ça. Nous, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Je sais qu'on a entendu pendant 5 ans les socialistes et le président qui est actuel sortant se déchirer pour les querelles. Donc nous, on va mettre le débat devant la population. On dira, et je peux le dire ici, nous, en 100 jours, les 100 premiers jours, on met en place les bases d'un nouveau modèle de société guadeloupéenne. On met en place les bases. Donc, pour mettre en place cette base-là, il faut qu'il y ait un dialogue social que nous allons inspirer, que nous allons aussi propulser. Il faut discuter avec tous ceux qui sont là, avec le MEDEF, avec les syndicats, paysans et ouvriers. Il faut discuter, écouter ce qu'ils disent, et eux aussi écoutent ce qu'on dit. Et nous, on dit, il y a possibilité. Il y aura toujours la lutte des classes, il y aura toujours des problèmes de conflits d'intérêts, mais il y a quand même un problème qui est essentiel. Comment mettre en place un système de production qui permette de donner du travail à la jeunesse. Et c'est ce discours qu'on tiendra au MEDEF et aux syndicats. Le CIPA sera aussi présent au départemental Non, je ne pense pas. Vous allez soutenir des candidats? On va soutenir les candidats, c'est sûr. On va soutenir parce que nous avons des partenaires. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le CIPA est au centre d'une alliance. Cette alliance, c'est l'Union pour l'alternative. Et notre liste s'appelle En avant pour l'alternative. Donc nous avons des alliés à Gosier, à Sainte-Rose, à Capesterre, ailleurs, à Sainte-Anne. Donc si ces partis vont aux élections départementales, ils seront soutenus par cette coalition. Et la liste, c'est vous, évidemment, qui la conduirez? Oui, ça a été décidé il y a près de 2 mois. Donc il y a eu un vote, il y a eu appel de candidature. Donc j'ai été élu pour conduire cette liste. C'est une responsabilité, c'est un honneur, mais c'est surtout une responsabilité. Et donc nous allons assumer cette responsabilité parce que nous pensons que les jeux sont ouverts. On ne va pas assister à les élections de 2015. Il y a 2 candidats qui étaient les favoris des sondages et de la presse. Donc les jeux sont ouverts, tout est possible, y compris que le CIPA arrive en tête. Merci à vous, Alain Plaisir, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur Éclair TV.